Bonjour et bienvenue dans cette émission diffusée sur Universcience TV et Ciel et Espace Radio, consacrée au 20e Nuit des Étoiles, 20e édition de la Nuit des Étoiles qui sera observable en France les 6, 7 et 8 août de cette année. Et pour parler de cette génération Nuit des Étoiles, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Roger Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du COSPAR et astronome solaire. Le COSPAR, vous nous dites simplement ce que c'est, plus simple pour vous. Le COSPAR, c'est le comité de la recherche spatiale mondiale, le COSPAR, Committee for Space Research, qui a été fondé en 1958 pour permettre aux Américains et aux Russes d'échanger des informations scientifiques sur leurs missions respectives et aux autres pays de les écouter et d'apprendre. Alors, vous avez participé à de nombreuses Nuits des Étoiles. On va évidemment en parler. Jean-François Clairvoy, bonjour. Voilà, vous allez prendre un micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronaute européen. Vous avez quitté la Terre 3 fois et vous avez eu la chance de saisir au bout d'une pince le télescope spatial Hubble pour le réparer. On va en parler aussi. Vous avez été de nombreuses fois invité des plateaux des Nuits des Étoiles. D'ailleurs, quel est votre meilleur souvenir de cette émission ? C'est d'avoir évoqué le spectacle du ciel vu depuis l'espace. Parce que lorsqu'on éteint toutes les lumières dans le cockpit, il faut y penser pour voir les étoiles, sinon c'est noir. Les étoiles ne scintillent pas. Et avoir la mémoire des étoiles qui ne scintillent pas, qui nous permet de mieux percevoir leurs couleurs, c'est un souvenir très fort. Il n'y en a pas plus, mais elles ne bougent pas. Oui, il n'y en a pas plus, mais on passe du ciel noir profond qui nous fait penser qu'on est seul dans l'univers, à d'un seul coup, on ne peut pas être seul. Quand c'est blanc d'étoiles, comme au milieu d'un désert sur Terre où il n'y a aucune pollution lumineuse, mais elles ne scintillent pas et on a l'impression de mieux les percevoir, on a l'impression qu'on est plus près, alors qu'en fait on n'est pas plus loin que lorsqu'on est sur Terre, on n'est qu'à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Mais pouvoir évoquer ces souvenirs et le partager, c'est un souvenir fort. Et puis aussi une Nuit des Étoiles au pic de midi de Bigorre, la première fois que j'ai vécu une nuit entière dans un observatoire, voir de ses propres yeux dans des instruments d'optique très perfectionnés le ciel, c'est aussi une autre façon de le découvrir. 3e invité de ce plateau, donc Olivier Lasvernias, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Française Astronomie et cette association est à l'origine, co-origine, on va dire, des Nuits des Étoiles. La 20e édition, c'est un événement. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la nature de ce rendez-vous ? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? La Nuit des Étoiles, depuis le début, les Nuits des Étoiles, c'est à la fois des choses qu'on peut voir dans les médias avec de la diffusion à l'origine d'une émission de télévision, beaucoup de diffusion de cartes du ciel par la plupart des journaux, parce que c'est un moment pour observer le ciel en famille. Et puis c'est aussi évidemment la mobilisation de tous les clubs et associations en France, et pas seulement en France, au Maghreb, dans beaucoup de pays limitrophes de la France, des sites d'observation sur lesquels on peut venir voir le ciel. Cette année, encore plus de 300 sites d'observation, des sites animés par des jeunes, plus de 100 sites juniors. Donc l'occasion pour des centaines de milliers de personnes de faire la fête ensemble en regardant le ciel. Vous avez un souvenir des Nuits des Étoiles précédentes. On en est à la 20e édition, mais est-ce que des choses vous ont marqué dans cette aventure ? Oui, il y a plein de souvenirs. D'abord, le souvenir d'avoir réussi à mettre en place cette opération il y a 20 ans. Et puis aussi, plein de petits moments particuliers. Le fait de se balader sur la Lune avec une petite caméra en direct sur l'antenne de France 2. Ça, c'est quand même un souvenir extraordinaire. Une année où on avait envoyé un ballon stratosphérique pour essayer de récupérer des poussières de météorites avec une plaque de polystyrène depuis la ferme des Étoiles. Et puis aussi plein de souvenirs dans les sites d'observation, des tas de clubs dans lesquels on a été. Je pense au Pic du Gers à côté de Lourdes, je pense à Trilleport en Seine-et-Marne, je pense à Butier, ici même à la Villette. C'est l'occasion de partager le ciel, les étoiles filantes, les orbites de l'ISS et toute une série de spectacles, les satellites Iridium. Alors, des spectacles fantastiques. On va éviter de faire ancien combattant, parce que mais quand même, Roger Bonnet, vous avez participé, vous aussi, à de nombreux plateaux des Nuits des Étoiles. S'il y a quelques souvenirs qui vous reviennent, lesquels est-ce ?
Bon, il y a des souvenirs anecdotiques. Une nuit des étoiles passée sous la pluie, ça fait un peu bizarre, mais j'étais dans la ferme des étoiles, justement, et on ressemblait plus à des SDF qu'à autre chose. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette série d'émissions et dans cette initiative que vous avez prise de cette nuit des étoiles, c'est pour moi, qui suis un astronome qui n'ai pratiquement jamais mis mes yeux au foyer d'un télescope sur Terre, qui a toujours utilisé des télescopes à distance, c'est que à chaque fois que nous participions à ces nuits des étoiles, nous avions le contact direct avec les étoiles. Nous les voyions, nous pouvions presque les toucher, et surtout, on avait ce contact avec toute cette multitude de gens jeunes et moins jeunes qui, dans tous les sites que vous aviez coordonnés, donnaient leurs impressions, participaient. Et ça, je dois dire que c'est une expérience tout à fait unique et qui, pour moi, restera ancrée comme un des grands succès de cette initiative. Le lien physique, en fait, avec le ciel. Le lien physique avec le ciel et le lien physique avec les gens passionnés pour regarder le ciel, pas seulement parce que c'est leur métier, mais parce que c'est beau, que ça fait rêver et qu'on a une participation collective, un enthousiasme commun. Je trouve que ça, c'est tout à fait unique. Et pour moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Alors, il y a eu, je dirais, beaucoup de thèmes, avec des thèmes qui ont, je dirais, suivi l'actualité astronomique. Ça a été une collision entre les morceaux de la comète Shoemaker-Levy et Jupiter. Ça a été une éclipse totale de Soleil. Ça a été des pluies d'étoiles filantes, parce que c'est pas toujours évident qu'il y ait des pluies d'étoiles filantes. Le ciel fait le spectacle, mais je dirais que le spectacle, il faut aller le chercher. Je dirais l'astronomie est une école de patience. Il faut se donner un petit peu de temps quand même. Il faut l'orchestrer parce qu'effectivement, il y a des phénomènes astronomiques qui s'en déroulent à chaque seconde. Simplement, ils sont plus ou moins spectaculaires, mais ils tombent des centaines de tonnes de poussière au-dessus de nos têtes chaque jour à partir de l'espace. Donc il y a des phénomènes qui sont totalement présents. Et puis il y a des phénomènes qui sont, disons, événementiels, comme on pourrait dire. L'arrivée d'une comète, le choc de plusieurs objets les uns contre les autres, Shoemaker-Levy contre Jupiter, les fantastiques observations qu'on a faites grâce à nos amis astronautes avec le Hubble Space Telescope, le télescope spatial, qui nous donnent des images tout à fait nouvelles et à chaque fois d'autant plus spectaculaires qu'on croyait les avoir vues déjà, mais qu'on les voit encore mieux qu'avant. Ce sont des découvertes qu'il est tout à fait passionnant de mettre au niveau du public en les expliquant. Et je trouve qu'on pourrait faire des nuits des étoiles tous les jours, je crois. Vous connaissez bien l'Europe pour avoir dirigé la science spatiale européenne. Donc en tant que directeur de l'ESA, aux États-Unis aussi, un petit peu partout, je dirais, vous parliez des Russes. Il existe des nuits des étoiles ailleurs, dans d'autres pays, où c'est une spécificité française ? Ça a été au départ une spécificité française. Je sais qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup les résultats des missions scientifiques, en particulier Hubble, pour améliorer le niveau des connaissances des élèves dans les écoles, pour les faire rêver, pour leur apprendre, pour les éduquer. Une initiative comme celle des Nuits des Étoiles, où on mêle tout le monde, les grands-parents, les petits-enfants et les parents, à cet émerveillement collectif, je crois que ça n'a pas d'autres parallèles auparavant, avant que vous ayez mis en œuvre cette initiative-là. En revanche, ce que je constate, c'est qu'au Portugal et dans d'autres pays, on commence maintenant à vouloir faire la même chose. Donc le succès de cette initiative n'est pas resté dans notre petit périmètre hexagonal, mais a fait des enfants. Parce que, évidemment, la télévision aide à promouvoir ce genre d'idées et de résultats et de succès. Et je pense que c'est une très très bonne chose de profiter de cet effet pour l'élargir encore davantage. Alors Olivier Lazernias, la question qui nous est le plus souvent posée dans le public, c'est finalement pourquoi les Nuits des Étoiles ne sont plus à la télévision ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui France Télévisions ne diffuse plus cette grande fête qui pendant plus de 12 ans était à l'antenne avec des résultats importants, puisqu'on comptait à l'époque 32% de part de marché, plus de 2,5 millions, 3 millions de téléspectateurs qui, de 22h30 à 2h du matin, regardaient le ciel, finalement, avec les astronomes qui étaient en plateau ou sur les sites d'observation. Quelle est la raison de cette absence aujourd'hui de la télévision publique ? Je suis
peut-être pas le mieux placé pour répondre, mais moi je peux dire que c'est, de mon point de vue, pour avoir suivi toute la mise en place et puis aussi les conditions de l'arrêt de la participation de France 2, je pense que c'est à la fois une affaire d'argent, de mode et de personnes. Je pense que le premier élément, c'est une affaire de personnes. Si la Nuit des Étoiles a existé, c'est parce que Pierre-Henri Arnstam, directeur des opérations exceptionnelles de France 2, a cru en cette opération. Il y avait une situation particulière. Ils avaient développé pour le Téléthon un dispositif de production, d'autoproduction, ce qui est quand même pas très courant en télévision, d'autoproduction par la chaîne France 2 elle-même. Et Pierre-Henri a cru à cette opération-là, et il a mis les moyens, évidemment toute proportion gardée, c'est pas 30 heures d'émission, c'est 3 heures, mais c'est des duplex, et il a mis les moyens pour qu'il y ait cette émission-là. Et toute la période où Pierre-Henri a été aux manettes à France 2, il a soutenu les Nuits des Étoiles. Ça c'est l'affaire de personne. Et évidemment, autour, c'est toutes les équipes, je vais pas citer tout le monde, présentateurs, les producteurs, etc. Mais il y avait un enthousiasme autour de l'unité de production, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la télévision ne produit plus beaucoup d'émissions scientifiques, ne produit plus beaucoup d'émissions exceptionnelles et fait de moins en moins d'autoproduction. Et donc, on n'était plus dans les clous. On n'était plus dans les clous de ce qui se fait à la télévision, des trucs formatés de 52 minutes préenregistrés. Ce qui faisait le succès des nuits, je crois, c'était les duplex, effectivement, le direct au pic, le direct à l'Univers, se promener, des gens partout. Bon. Aujourd'hui, on fait du 52 minutes préenregistré, ça rentre plus. Et bien sûr, on peut faire une fausse Nuit des Étoiles préenregistrée, mais c'est jamais qu'une émission comme une autre. En même temps, aujourd'hui, il est possible d'aller sur des télévisions sur le web, de la radio sur le web. On peut contourner, si je puis dire, comme l'eau autour d'un caillou, l'obstacle qu'il y a au centre. On a aussi explosé ça, c'est-à-dire les télévisions locales, ou en tout cas même les petites webcams, permettent de se rendre compte et de parcelliser, je dirais, l'information. Oui, moi je dirais deux choses. Un, on peut faire une Nuit des Étoiles sur une chaîne câblée ou satellite, mais le problème c'est comment on la finance, quoi. Après, on peut faire avec YouTube, Ustream, Dailymotion ou tous ces systèmes collaboratifs où on peut faire une nuit, on peut faire un événement Nuit des Étoiles sur Facebook, on peut faire du direct. Ustream, ça, je ne vais pas citer de marque, mais ça fait de la télé en direct en collectant plein de flux, donc on peut le faire. Mais après, le problème, c'est de le faire connaître. Si on fait ça, on l'a essayé, on a 2-3 000 téléspectateurs. La Nuit des Étoiles, on a fait des pointes à 4 millions. Donc, bien sûr, on peut inventer des trucs géniaux qui font de l'image et que tout le monde peut regarder avec le net, avec les réseaux sociaux, etc. Et la deuxième chose, très importante, c'est qu'on a eu un booster. France 2 nous a permis d'avoir un booster Nuit des Étoiles pour créer cet événement. Et c'est qu'aujourd'hui, on constate que la disparition de France 2 n'a pas touché réellement l'événement. On diffuse encore autant de cartes du ciel, on a autant de personnes sur les sites, on a autant de clubs. Et effectivement, il y a eu 10 ans de poussée forte. Et ça, on en profite encore. On a pu évaluer le changement apporté par 20 ans de Nuit des Étoiles, c'est-à-dire dans le PAF, le paysage astronomique français. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez pu mesurer le nombre de clubs, le nombre de gens qui pratiquent l'astronomie, qui regardent le ciel? Je dirais, est-ce que ça a servi, entre guillemets? Alors, on a un coup de chance, c'est qu'on a produit 2 inventaires du paysage astronomique français, un en 1994 et un en 2004, un financement au ministère de la Recherche. Donc, on a 2 points de mesure, un travail très approfondi conduit par Éric Pied-Noël et toute une équipe. Et donc, on voit l'effet Nuit des Étoiles. Le premier effet, c'est que la plupart des clubs ont très largement augmenté leurs activités grand public. La plupart des clubs aujourd'hui déclarent qu'ils ont au moins 30% de leur activité qui sont des soirées tout public. Et ça ne veut pas dire que l'amateur habituel, tel qu'on l'imaginait, tel qu'on le voyait dans les années 90, a disparu. C'est qu'en plus, il a envie de partager, un peu ce que disait Roger Maurice tout à l'heure. Il a envie de sortir, de montrer. Et ça, on le voit, pratiquement tous les clubs ont augmenté ça.
La deuxième chose, c'est un effet quand même globalement quantitatif. On est passé d'1,5 million personnes qui font une activité d'astro au moins une fois par an à 2,5 million sur la période 94-2004. Donc ça, c'est un effet, et c'est un effet d'autant plus important que sur la même période, on a perdu la moitié du ciel. Entre 1994 et 2004, la pollution lumineuse a vraiment joué. Donc non seulement on a contrecarré cet effet-là, mais on a quand même démultiplié, quoi. Alors, 20e édition des Nuits des Étoiles, avec une thématique finalement qui a été facile à trouver, puisque ça fait aussi 20 ans que le télescope spatial Hubble a été lancé. 20 ans qu'il a transformé aussi l'image que nous avons du ciel à travers des milliers et des milliers et des milliers de photos. On l'a appelé, Jean-François Clairvoy, le meilleur ambassadeur de la NASA, au sens où finalement les images qui ont été diffusées, celles d'un, certains disent paparazzi des étoiles, d'autres Cartier-Bresson, je choisirai votre qualificatif, mais Hubble, au sens de l'image, a aussi transformé profondément l'image que nous avons du ciel. Et ambassadeur de l'ESA aussi. Il faut rappeler que ce télescope existe aussi grâce à Roger. Ça va mieux en le disant. Et je suis vraiment fier d'être européen en voyant ce qu'a produit ce télescope. D'ailleurs, une de mes questions, juste après l'avoir réparé, être revenu sur Terre et avoir rencontré l'équipe du Space Institute à Baltimore qui gère le télescope, je leur ai demandé quelle était la règle de répartition du temps d'observation. Et il se trouve que le temps d'observation du télescope n'est pas attribué en fonction de la proportion de contribution financière. L'Europe, c'est 15%, je crois. Et à l'époque, 29% du temps d'observation était pour des scientifiques européens. Parce que les scientifiques européens dominent au niveau mondial la science spatiale, l'observation. Et les propositions les meilleures étaient des propositions d'astronomes, d'astrophysiciens européens. Donc j'étais vraiment fier d'être européen et aussi bien sûr d'avoir contribué à la réparation, puisque lorsqu'on est parti vers le télescope, pour la première fois par rapport aux missions précédentes, il était en mode survie dans le coma. Il était cassé. Et il fallait qu'on le répare. On ne voulait pas revenir bredouille. Et quand je l'ai largué dans l'espace le jour de Noël 1999, le sol, par télécommande, a testé tous les équipements qu'on a remplacés, nous a dit il est bon pour le service. 15 jours plus tard, il a pris sa première photo officielle. C'était la nébuleuse de l'Esquimau. Et on nous a remis à chacun un grand poster sur papier photo. Et c'est toujours chez moi, sur le mur. Et quand je le regarde, je dis j'y étais. Et des scientifiques continuent à vivre des données du télescope grâce à notre mission. Et ça, c'est fort. C'était une mission complexe, il ne fallait pas le rater. Hein. Mais toutes les missions de réparation du télescope sont complexes. La dernière, qui a donné lieu d'ailleurs à un magnifique film en 3 dimensions qui s'appelle Hubble 3D, était probablement la plus complexe. Et les missions d'entretien et de réparation du télescope spatial Hubble restent des missions de référence dans ce que l'homme est capable de faire dans l'espace en termes de réparation opérationnelle, technique, électrique, mécanique, pointage. Et c'est en plus, ce sont des missions intéressantes parce que nous sommes plus haut, nous sommes à l'altitude la plus élevée que puisse atteindre la navette spatiale américaine. On utilise la moitié du carburant pour monter, la moitié pour redescendre. On est à plus de 600 km d'altitude alors que toutes les autres missions sont entre 300 et 400 km. Ça paraît pas beaucoup, quelques centaines de kilomètres. Mais entre 300 et 600, la Terre, vous la voyez encore un peu plus ronde. Vous avez un peu plus de flash dans les yeux parce que vous recevez un peu plus de rayonnement cosmique. Et puis, si on a le luxe d'éteindre toutes les lumières dans le cockpit, comme je disais tout à l'heure, on se paye des nuits d'observation. Moi, j'ai un souvenir, l'avant-dernière nuit, avant l'atterrissage de mon 3e vol spatial, on avait à bord 3 astrophysiciens. J'ai passé 2 heures dans le cockpit avec eux, tout éteint, à avoir le plus beau cours d'astronomie de ma vie. On vous envie. Mais on dit que c'est vrai que le télescope a vraiment apporté des données fondamentales dans l'histoire de la connaissance qu'on a dans l'univers. J'en parlerai moins bien que Roger, mais sur les trous noirs, sur l'âge de l'univers, sur la matière noire, sur le nombre de galaxies dans l'univers. C'est le même ciel, finalement, Roger Bonnet, celui que montre Hubble Space Telescope et celui qu'on invite à aller voir pendant les Nuits des Étoiles. Le ciel n'a pas changé parce qu'on a lancé le télescope spatial, donc c'est le même ciel, seulement on ne voyait pas tout avant. Tandis qu'avec un télescope qui est au-dessus de l'atmosphère,
qui est donc où toutes les étoiles sont complètement épurées de toutes les perturbations que l'atmosphère peut induire, l'absorption, la turbulence, etc. On a donc toute la capacité devant nous pour pouvoir observer tout. Mais en plus, c'est un télescope qui a cet énorme avantage, il n'est pas très grand, il fait 2,40 m de diamètre, donc c'est pas un gros télescope par rapport aux standards qu'on a sur Terre. Mais par le fait qu'il est au-dessus de l'atmosphère, il nous permet de regarder de plus en plus loin. Et comme il est extrêmement stable, on peut faire des temps de pause de plusieurs semaines avec le télescope spatial. Pour ceux qui ont le souvenir des appareils photo argentiques, les temps de pause, on pouvait prendre peut-être quelques secondes, quelques minutes au maximum. Là, c'est des semaines entières qu'on reste fixé sur le même point du ciel, le point le plus noir du ciel. Et dans ce point le plus noir du ciel, qu'est-ce qu'on observe ? Des myriades de galaxies. Et comme elles sont très faibles, elles sont très loin. Et donc on les voit à un moment où l'univers était extrêmement jeune, c'est-à-dire quelques dizaines ou centaines de millions d'années, ce qui est relativement jeune à l'échelle de l'univers, après le Big Bang. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les galaxies ne ressemblent pas du tout à des galaxies. C'est pas les mêmes galaxies, c'est pas les mêmes voies lactées que celles qu'on voit quand on voit Andromède, ou les nébuleuse du tourbillon, etc. Et donc là, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. On a vu que les galaxies étaient, au moment de la naissance de l'univers, des objets en complète transformation par des collisions, par la création d'autres galaxies, par la formation de trous noirs. On a quand même vu cette fantastique astronomie des trous noirs qui n'existait pas avant Hubble, qui existe aujourd'hui. Tout s'est fait en parallèle entre l'espace et le sol, mais Hubble a été un élément déterminant, le télescope spatial était un élément déterminant. Et le fait que des gens comme Jean-François ou ses collègues européens, Claude Nicollier en particulier, qui était aussi un astronome et un astronaute, nous ont permis de maintenir ce télescope en l'état et à l'améliorer. C'est le télescope spatial le plus moderne qui existe. Malgré qu'il ait été lancé il y a 20 ans, on a encore devant nous d'énormes potentiels de découverte. Et ça, j'en suis personnellement très enthousiasmé. Pourquoi, vous qui n'êtes pas astronome, Jean-François Clairvoy, vous avez été choisi pour cette mission? Qu'est-ce qui fait la différence pour partir, aller attraper ce télescope? Dans ce cas précis, ce n'était pas à mon tour encore de revoler dans l'espace, puisqu'il y a une rotation, chacun son tour. Mais là, les gyroscopes tombaient en panne les uns après les autres. Il fallait tout de suite y aller avec seulement quelques mois d'entraînement. Et j'étais identifié comme l'astronaute qui était immédiatement disponible pour les opérations de pilotage du bras télémanipulateur pour le capturer, l'installer dans la soute et pour déplacer mes collègues en scaphandre. En plus, lors de la capture, ça n'est arrivé que sur ma mission. Comme il était en mode survie grossière, il était en légère danse, il était en wobbling, comme on dit en anglais. Il n'était pas parfaitement stable, donc pas très coopératif. Et donc c'était à cause de mes capacités de pilotage que je sentais bien. Comme ça, j'ai rien fait de particulier. On vous met la tête à l'envers, ça marche. Et donc effectivement, je l'ai attrapé à l'envers, la tête en bas, et j'ai dû le redresser, lui faire quelques pirouettes avant de l'installer dans son berceau. Alors je regrette que il n'y ait plus de mission prévue pour retourner vers le télescope. L'équipage a installé toutefois, lors de la dernière mission, un mécanisme d'interface qui permettra à un petit vaisseau automatique de venir s'y accoster pour maîtriser sa fin de vie. Parce qu'on ne veut pas le laisser tomber n'importe où lorsqu'au bout de quelques années, il descendra dans les basses couches de l'atmosphère. Mais voilà, c'est une dernière mission l'année dernière qui a eu lieu en mai 2009. Et ça reste une mission, pour moi, vraiment très grande. Une mission pour la science avec un grand S. Alors, vous l'avez dit, tous les deux, Hubble a fait des choses extraordinaires, mais il n'est pas toute l'astronomie. Il n'est pas tous les instruments d'astronomie, télescopes spatiaux ou télescopes au sol. La différence, c'est peut-être comme la nuit des étoiles que ces résultats, finalement, sont descendus dans le public. C'est-à-dire que l'agence spatiale américaine et européenne sont organisées pour faire finalement que l'alimentation en information, en images du public soit continue. Hubble, c'est 20 ans d'images et je dirais que c'est l'astronomie qui descend de son piédestal aussi et qui se diffuse dans le public, Roger Bonnet. Elle descend de son piédestal et elle monte dans l'esprit des gens. Et c'est vrai que Hubble a été un élément révélateur de la capacité de l'astronomie
attirer l'intérêt du public sur les images venues de l'espace. Mais ce n'est pas les images noires et blanches, un peu floues, qu'on voyait sur nos écrans de télévision au début de l'ère spatiale. Ce sont les images les plus nettes que l'on ait pu voir. Et aujourd'hui, tous les télescopes spatiaux qui sont lancés dans le monde, on en a vu un exemple il n'y a pas très longtemps avec la rencontre de la mission européenne Rosetta avec l'astéroïde Lutetia, immédiatement les images sont mises à la portée du public. Ce qui a été l'élément majeur dans le succès de Hubble vis-à-vis du public, c'est ce fameux institut dont Jean-François parlait tout à l'heure, l'Institut du télescope spatial à Baltimore, qui est situé sur le campus de l'université Johns Hopkins, à côté de Washington, et qui rassemble à peu près 200 à 300 personnes quand même, astronomes, administrateurs, etc., les hommes qui font marcher les ordinateurs. Mais il y a aussi une équipe tout à fait étonnante dans cet institut, qui est une équipe de 50 personnes qui sont des artistes. Des gens qui utilisent les images de Hubble de façon strictement scientifique. Coder les images selon que vous avez une partie plus chaude ou une partie plus froide, en rouge ou en bleu, et nous donne ces images spectaculaires qui sont des images, pas nécessairement en fausse couleur, mais en couleur codée, qui nous font apparaître avec la vue de l'artiste, la vérité scientifique inaltérée. Et ça, c'est fantastique. Et alors, les scientifiques disent pas, c'est pas vrai, enfin, je veux dire, c'est pas scientifique. Alors, les scientifiques pourraient dire ça, comme ils pourraient dire les astronautes, à quoi ça sert à rien. Le seul télescope du monde, le seul domaine dans lequel les scientifiques sont d'accord pour dire les astronautes, c'est fantastique, et les artistes qui nous donnent ces images, c'est fantastique parce qu'ils n'altèrent pas notre science et qui nous permettent de la faire, c'est Hubble. Je trouve que c'est un succès, en plus du succès scientifique de Hubble. Je me souviens d'une image fabuleuse, c'est le berceau où naissent des étoiles. La première fois qu'on a montré une image prise par le télescope spatial Hubble, où on montre des étoiles en train de naître, l'idée de la vie, l'idée que des étoiles vivent en naissant, en mourant, c'est quelque chose de très touchant. Pour un être vivant. Hein. Ouais. Même si parfois on a frisé un peu le côté un peu création, parce que justement, cette image dont vous parlez, si mes souvenirs sont bons, s'appelait les piliers de la création, ce qui suggère, vous le savez très bien, vous avez entendu ça, il n'y a pas de comment dire, de construction sans architecte, et l'architecte, c'est une question philosophique. C'est pas gênant, ça, de temps en temps, Roger Bonnet? Oh, si, c'est très gênant. Moi, j'aime pas du tout ça. Le mot création est utilisé pas avec la même signification en langue anglaise qu'en langue française. Et donc, il est beaucoup utilisé chez les Américains, chez les Anglais. Moi, je parlerais plutôt de la formation ou de la mise en place. Enfin, mais la création, effectivement, ça implique une force supérieure dont on ne sait pas ce qu'elle est. Ce qui n'altère rien à l'image. Exactement, ce qui n'altère rien à l'image. Donc c'est le langage qu'il faut vérifier. Quand on interprète les images, le langage peut être effectivement un élément déviant. Alors, puisqu'on en est au message, et je dirais que les images, comme les manifestations publiques d'ailleurs des Nuits des Étoiles, permettent de passer des messages. Olivier, on se souvient que le message récurrent des Nuits des Étoiles, c'est ce dont parlait Roger Bonnet tout à l'heure, c'est-à-dire le ciel, la disparition, enfin, pas la disparition, l'attention qu'il faut porter à sa préservation. Est-ce que c'est un message qui est toujours d'actualité ? Bien sûr, c'est un message essentiel. On est effectivement en train de perdre le ciel. On est effectivement noyé dans de la lumière. Il n'y a qu'à regarder justement des superbes images de la Terre vue de nuit pour voir que nos pays sont des pays qui sont dominés par de l'éclairage qui visiblement éclaire vers le haut, puisqu'on le voit quand on regarde d'au-dessus. Donc il y a vraiment un message essentiel à conserver la nuit noire, quoi. Et c'est un message d'autant plus important que on n'est pas très bien entendu là-dessus. On pense, quand on s'adresse au pouvoir public, en France, mais c'est aussi vrai dans beaucoup de pays, on pense que les astronomes professionnels ou amateurs réclament des sanctuaires. Mais c'est pas ça qu'on réclame. On n'a pas besoin de sanctuaires. Effectivement, il suffit de sortir de l'atmosphère et on voit tout ce qu'on veut. Donc les scientifiques n'ont pas besoin de sanctuaires sur Terre. Nous avons besoin de lieux où tout le monde peut voir le ciel. Nous avons besoin de partager justement ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons besoin de partager le ciel. Et si je reviens sur cette affaire de création, des piliers de la création, on a besoin de discuter
avec monsieur et madame tout le monde de leur représentation de la création de l'univers, etc. Les Nuits des étoiles, c'était et c'est toujours une occasion exceptionnelle de confronter le fait que des gens croient que l'univers s'est fait comme ça, ou qu'il s'est fait en 7 jours, ou qu'il y a un doigt de Dieu que l'on voit ici, avec des approches scientifiques qui consistent à construire des modèles explicatifs, à les réfuter, à en construire d'autres, à acquérir des données. Bon. Donc on a besoin de tout ça, on a besoin de cadres. On a besoin que des médias jouent avec nous à ça. On a besoin que des campings s'ouvrent et qu'on discute d'astronomie dans les campings. Et pour ça, on a besoin de ciel partout. On n'a pas besoin qu'on nous... Bien sûr, c'est toujours très bien de faire une réserve de noir au-dessus de tel ou tel observatoire. Ça, c'est tant mieux, c'est bien entendu. Mais on a aussi besoin qu'à 5 km du centre-ville, on puisse aller montrer à un copain ou à une copine la Voie lactée, Vénus, l'ISS passé. Bien sûr, on la voit même, elle est tellement lumineuse que la station internationale, on la voit passer en ville. Mais ce qui est intéressant, c'est de la voir passer parmi les étoiles. C'est de comprendre ce que c'est qu'une galaxie en voyant cette fabuleuse Voie lactée qui traverse le ciel du mois de juillet, du mois d'août. Donc, nous avons besoin toujours de dire ça. Et on n'a pas besoin simplement qu'il y ait à 1300 mètres dans les Hautes-Alpes, une petite ferme aux papillons dans laquelle on peut aller voir encore 2 ou 3 espèces de papillons. On a besoin de partager la Lune, le Soleil, les planètes, les étoiles brillantes, la Voie lactée avec tout le monde, y compris avec des gens qui vivent dans les métropoles. C'est un message que vous partagez, Roger Bonnet ? Tout à fait. Moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux habitants de la planète, c'est de les emmener, soit sur la station spatiale, si on pouvait le faire, mais on ne peut pas, parce qu'elle n'est pas assez grande. Mais on peut effectivement leur donner ce contact absolument unique que moi j'ai eu quand j'étais enfant, parce que le ciel était beaucoup moins pollué qu'il ne l'est maintenant. Les chiffres que vous donnez sont assez consternants. Mais j'ai eu un choc il n'y a pas très longtemps, quand je suis allé sur le plateau d'Atacama au Chili, où on est en train de monter le grand télescope ALMA. Là, on voit un ciel qui est absolument... Alors, c'est pas la nuit noire, hein, c'est la nuit stellaire, si je pourrais dire. C'est pas la nuit des étoiles, c'est la nuit stellaire. Parce que le ciel, il y a tellement d'étoiles, il y a tellement d'objets dans ce ciel qui sont au-dessus de notre tête. Effectivement, là, c'est pas possible. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à cette vision qui vous ramène, si je peux dire, les pieds sur terre, mais aussi cette énorme impression que nous sommes tout petits et qu'il y a plein d'inconnus au-dessus de nous et que nous avons plein de choses à découvrir. Ça, c'est ce sentiment-là. Quand j'ouvre ma fenêtre à Paris, que je vois 1 ou 3 étoiles, je suis content. Je me dis tiens, il fait beau. Mais je peux pas rêver. Je peux pas rêver de la même façon que je le fais quand je suis au Chili. Et je pense que pour Jean-François, ça va être encore mieux. Voilà, je voulais demander à Jean-François, parce que vous nous avez expliqué à quoi ressemblait le ciel vu de l'espace, mais à quoi ressemble la Terre de nuit vue de l'espace ? Même en regardant la Terre, on voit des étoiles. Les étoiles filantes. En fait, les étoiles filantes sont entre notre vaisseau et la Terre. On les voit sur fond de Terre. C'est assez inhabituel. Hein, mais la première fois que j'ai vu une grosse traînée lumineuse sur fond de Terre, on survolait le côté nuit de la Terre. On s'est regardé un moment en disant qu'est-ce que c'est ? C'est un avion, c'est un missile, et puis en fait non, c'est une étoile filante. Donc, alors, quand on y pense une deuxième fois, ça nous fait un peu peur parce que c'est le genre de débris qui peut, en rencontrant notre vaisseau, nous mettre en danger. Donc on se dit heureusement qu'on n'était pas dessous, parce qu'en faisant une traînée comme ça, c'est qu'il devait être assez important. Non, on regarde la Terre, effectivement, la Terre est finie. Moi, j'aime bien comparer la Terre à un vaisseau spatial identique au nôtre. Notre vaisseau spatial, il est fini. Les ressources sont finies et on doit vraiment faire attention à gérer notre oxygène, notre eau, et on dépend totalement de notre vaisseau. Et quand on regarde la Terre de loin, on se dit finalement, sur fond noir, parce que lorsqu'on la regarde de jour en particulier, on ne voit pas les étoiles, elle est isolée dans l'immensité noire. Il y a la Terre, la Lune, le Soleil, c'est tout, rien d'autre. Et on la voit comme un vaisseau spatial fini dont les membres d'équipage sont les humains et les végétaux, les animaux. L'océan est son système de support-vie, puisque c'est l'océan à 3/4 qui recouvre les 2/3 ou 3/4 de la surface de la planète qui est le principal fournisseur d'oxygène, absorbeur de gaz carbonique, qui régule la température, qui régule le cycle de l'eau. Et on se dit qu'il faut protéger les océans. Et elle est belle. Et ce qui la rend belle, c'est la vie. Si la Terre, il n'y avait pas le vivant sur la Terre, elle serait comme la Lune ou Mars, uniforme, désolée, inerte,
comme disait Buzz Aldrin. Voilà, c'est la question que je vais vous poser. Vous avez discuté avec les astronautes qui sont allés sur la Lune. Magnificent Desolation, comme disait Buzz Aldrin. C'est beau, mais c'est désolé, il n'y a rien. Ouais. Alors que la Terre, les turquoises de Polynésie, le blanc des glaciers de l'Himalaya, les grandes forêts tropicales, les déserts, ça nous touche, ça nous fait pleurer. On a la larme à l'œil physiquement. Quand on regarde la Terre, on se pince mutuellement, on se dit, tu te rends compte la chance qu'on a de voir ça, et on se dit que notre planète est belle et on est optimiste, hein, parce que pour voir les saletés que fait l'homme, il faut regarder dans un endroit précis, prendre des jumelles, et on voit des choses qui ne sont pas propres du tout. Mais globalement, ça reste quand même une très belle planète, et j'espère qu'on saura faire ce qu'il faut pour qu'elle reste aussi belle aussi longtemps pour nos enfants, nos petits-enfants et pour les générations très lointaines. Alors, le ciel, c'est l'autre moitié de la Terre, hein, celle qui est au-dessus de nous. Dire 20 ans, c'est jeune. C'est une génération, mais c'est jeune. Est-ce qu'on peut imaginer, Olivier Lasvernias, à quoi ressembleront les nuits des étoiles dans les années à venir? Vers quoi l'Association française d'astronomie, mais aussi tous ceux qui travaillent sur cette opération nationale, et je dirais maintenant de plus en plus européenne, se destinent? Quel est l'objectif, le but poursuivi pour les années futures? Première chose, évidemment, l'extension dans différents pays. Hein. On disait tout à l'heure que c'est une opération qui est née en France. Nos amis italiens ont aussi un peu suivi avec une opération nationale italienne, etc. Mais la première dimension, ça serait évidemment d'arriver à généraliser ce genre de manifestation, et en lui gardant son côté large spectre, j'allais dire, c'est-à-dire à la fois un lieu dans lequel les clubs peuvent faire des portes ouvertes, à la fois dans un moment pendant lequel n'importe quel journal publierait sa carte du ciel, des moments de dialogue où des radios locales font des émissions, on en parle aux 20h, et puis ça fait du trafic sur Internet. Je crois que c'est vraiment cette idée, on avait repris le modèle de la fête de la musique à l'époque et de la fête de la science, donc c'est vraiment ça. Des réseaux, l'AFA, Planète Science, tous les réseaux qui bougent en même temps dans tous les pays. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est évidemment la dimension partage d'images. Alors, toute proportion gardée, en 20 ans, les technologies amateurs, elles ont fait énormément de progrès. On a aujourd'hui des webcams, des caméras CCD qui font des images comparables à celles de la génération pré-Hubble, mais qui sont fantastiques, avec des passionnés qui traitent les images, qui produisent des images, des composites, des images animées, des tas de choses. Donc, on peut imaginer aussi une nuit des étoiles de mise à disposition du direct sur plein de sites par Internet, des concours de photos, des concours d'images. Et puis tout le monde peut faire des photos de la Lune, Vénus au-dessus d'un objet terrestre. Donc continuer à faire une fête de l'astronomie en la démultipliant encore, je pense que ça, c'est vraiment possible. Et puis l'autre chose, je crois qu'on a surtout un enjeu très important. On a parlé du premier enjeu qui est de conserver le ciel, mais derrière le ciel pour tous, mais derrière ça, il y a aussi un autre enjeu, c'est de ne pas faire des scientifiques une caste à part. Je pense que ce qui a changé en 20 ans en mal, c'est qu'en gros, on a l'impression que la science est de plus en plus une affaire de spécialistes. Et la nuit des étoiles, au contraire, elle empêche ça. Voilà. Et donc, le défi, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à s'ouvrir encore plus. Les campings, j'en parlais tout à l'heure, les fédérations sportives, les gens qui font de la randonnée, les passionnés des oiseaux, les gens qui passent des vacances à faire autre chose que de l'astro, ils peuvent aussi faire de l'astro quand c'est la nuit des étoiles. Et ça, pendant 20 ans, on l'a vu. On a vu des randonnées en forêt pour découvrir la nuit sur tous ces aspects. On a vu des gens qui faisaient des sons et lumières sur des châteaux d'eau en projetant des images de Hubble. On peut inventer plein de nouvelles façons de dialoguer autour de la science. Et en mettant réellement à contribution plein de facettes. C'est ça l'enjeu. On n'a plus
une chaîne de télévision qui fait l'émission centrale, mais on a de plus en plus de canaux, de plus en plus de gens que ça intéresse, que ça amuse, que ça passionne, il faut en profiter. Roger Bonnet, sans dévoiler de grands secrets, qu'est-ce que vous allez faire pour les Nuits des Étoiles? Vous allez jeter un petit coup d'œil? Oh, bien sûr, je regarde toujours et je suis tout à fait passionné par... malheureusement, à cette époque-là, je serai en Autriche et non pas en France, puisqu'il y a un ciel, s'il ne pleut pas, où je présiderai le jury des projets pour juger la qualité des projets des étudiants de l'école d'été de Alpar, organisée par l'ESA, par l'Europe en général. Donc, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit là, parce que ça me paraît... Qu'est-ce qu'on va faire de la Nuit des Étoiles? Moi, je pense que j'oppose très souvent l'astronomie, science pure et stricte dans son approche de la science, à ce qu'on a vu se déchaîner dans les mois qui ont précédé, la science du climat. La science du climat, c'est aussi une science, mais elle est fortement imprégnée d'implications politiques. Ce n'est pas le cas de l'astronomie, à part peut-être de demander 10 000 € à la ministre pour avoir un peu d'argent. Mais ça s'arrête là, la politique de l'astronomie. L'astronomie, c'est une science d'observation d'un système complexe qui s'appelle l'univers et duquel on veut tout comprendre, avec une approche de déduction, de modélisation, d'observation. La Terre, c'est aussi compliqué. C'était presque plus compliqué. Jean-François le disait tout à l'heure de façon très belle. Que le ciel. Exactement. Et cela c'est quelque chose qui moi me fait me poser vraiment des questions sur ce que l'on peut tirer de l'approche astronomique au profit de l'approche de la compréhension de la Terre elle-même, par les mêmes équations, les mêmes approches, les mêmes processus de modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les astronomes doivent se rapprocher des climatologues, discuter ensemble, ne pas se séparer, pas avoir une frontière qui s'appellerait... Oui, ça c'est toujours un peu difficile de mélanger un peu les gens en sciences, parce que bon, il y a des tics de pensée, il y a des cultures différentes. Mais je parle du public. Le public, il ne comprend rien de ce qui se passe sur le climat. Il voit des gens, un ministre qui se réclame de la science, qui dit des choses complètement contradictoires avec ce que d'autres scientifiques qui se réclament d'une approche extrêmement élaborée des processus climatiques. Ils ne comprennent pas. Et puis d'un autre côté, il y a des astronomes, alors on se bagarre pas. C'est tout simple. Pourquoi ? Et ça, c'est une école qui, à mon avis, devrait être utilisée. Une approche du système d'observation de la Nuit des Étoiles vers une science stricte, imaginative, qui découvre, qui vous fait rêver. Et cette approche-là, c'est celle qu'on doit suivre pour d'autres domaines scientifiques, en particulier celui qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, qui est l'avenir de nos conditions de vie sur Terre, donc de notre climat en particulier. Alors, on va conclure de ce vaisseau spatial et de cette politique partagée, celle effectivement de ne pas séparer les choses et de les prendre d'ensemble, à la fois pour la connaissance, l'éducation, la réflexion, l'évolution de nos sociétés. Alors, peut-être, Jean-François, ce que vous ferez, vous aussi, au mois d'août, vous allez regarder le ciel. Et quand vous regardez le ciel, je dirais, par plaisir, peut-être pour le partager aussi avec vos enfants, vous pensez de temps en temps à ce qui s'est passé, cette aventure qu'on vous envie tous, celle justement de l'homme qui est sorti de son propre berceau. Est-ce que c'est associé à l'observation du ciel pour vous? Oui, bien sûr, et j'ai des souvenirs très émus d'émissions de la Nuit des Étoiles avec Hubert Reeves, qui a été un artisan très fidèle. Un pilier fondateur. Oui. Et après ma mission vers le télescope spatial Hubble, j'avais une obsession, il fallait que j'ai un télescope. Donc pendant un mois, j'ai potassé toutes les revues, etc. Et j'ai fini par me trouver un grand réfracteur, une lunette astronomique de 10 mètres de focale, de 120 cm de diamètre. Depuis 10 ans, j'ai dû sortir 5 ou 6 fois, mais toujours à la Nuit des Étoiles. Donc, ce que je ferai cet été, maintenant que je le dis, c'est que je sortirai le télescope pour regarder le ciel et pouvoir proposer à mes enfants, à mes amis, à ma femme de regarder avec leurs yeux par l'objectif. Mais c'est de l'observation. Et pour revenir à Hubert, Hubert, c'est un grand observateur du ciel.
mais c'est un observateur de la planète et de la beauté de la nature qui l'entoure. Et je pense qu'il faut savoir observer, s'émerveiller de choses élémentaires, aussi bien du papillon que d'une étoile qui brille plutôt bleue que rouge, ou de constellations, la Voie lactée. Qu'est-ce que c'est magnifique, la Voie lactée, quand on éteint toutes les lumières et qu'on n'a pas de pollution lumineuse. Je regarderai le ciel et puis j'essaierai de partager au maximum, comme je sais que beaucoup d'amateurs le feront. J'ai été dans tellement de clubs d'amateurs d'astronomie à Tronchet, dans l'Allier, où vit ma sœur, en Polynésie, où la Société d'astronomie de Tahiti a un télescope de 67 cm, fait par un particulier en privé. Fantastique. Mais voilà, partager la vue du ciel et puis s'émerveiller et puis se dire comme ça qu'on est privilégié d'avoir la chance de pouvoir voir peut-être d'où l'on vient ou où l'on va, hein, comme disait Hubert, encore une fois. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'être venus parler d'émotions, de réflexions, de sentiments. Évidemment, nous vous donnons rendez-vous pour les Nuits des Étoiles les 6, 7 et 8 août. Bonne Nuit des Étoiles à tous.